Eh bien, le bonjour! Bienvenue à mon 4e podcast. Aujourd'hui, on va discuter de la complexité de la douleur. OK? On va faire un deep dive dans ça. On va aussi voir c'est quoi le lien avec les émotions. Y a-tu un lien? Y a-tu pas de lien? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de savoir ça? Puis aussi, on va parler de ma cliente Rita. Évidemment, c'est pas son vrai nom, mais ma tante, j'ai une tante qui s'appelle Rita, alors c'est hommage à ma tante Rita. Puis on va parler de sa perception de sa douleur. Elle, c'est spécifique au genou, avant son opération au genou, puis après son opération au genou. Puis on va discuter de ça, puis comment qu'elle a réagi avant puis après, puis comment sa perception a eu un impact finalement sur sa douleur. Alors, on commence ça avec la complexité de la douleur. Fait que dans mon deuxième podcast, on a jasé de l'alarme de douleur, de l'importance de l'alarme de douleur. Puis, j'avais glissé un mot sur le fait que le centre de la douleur, le chef d'orchestre de la douleur, c'était au niveau du cerveau. Fait que souvent, les gens, ils pensent que, justement, on se blesse ou on a de la douleur au genou, par exemple, mais on peut mettre n'importe où, et puis que la douleur monte au cerveau, puis si on règle le problème de genou, il n'y en aura plus de douleur, puis la vie va être belle. Hey, si ça serait si simple que ça, il n'y aurait pas autant de souffrance puis de détresse dans le monde, de millions de personnes qui souffrent de douleur à tous les jours. Fait que dans le fond, ce qu'il faut comprendre de la complexité de la douleur, puis je vais essayer de rendre ça le plus simple possible, c'est pas que c'est compliqué à comprendre, c'est juste complexe. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'étant donné que le cerveau, lui, son travail, en fait, le cerveau, mais le centre de la douleur dans le cerveau, son travail, là, c'est d'essayer de déterminer là, si c'est un bon moment pour effectivement envoyer des signaux de douleur. OK? Fait qu'il y a plein d'exemples de gens qui ont eu une blessure, une grosse blessure, puis qu'après coup, ils expliquent qu'ils n'ont même pas eu de douleur, mais carrément, là, il y a une méga blessure. Mais ce qui se passe dans ce temps-là, je vais te donner un exemple. Fait que, par exemple, quelqu'un qui s'en va, un soldat qui s'en va à la guerre, OK? Puis là, il est sur le terrain, il y a un combat, il se fait tirer dans la jambe ou dans le bras, peu importe. Puis à ce moment-là, le soldat qui est toujours vivant, il sait qu'il a été frappé, mais il n'y a pas de douleur parce que lui, instantanément, il se dit « Hey, j'ai été frappé, je vais aller à l'hôpital, ils vont m'emporter, puis je vais retourner chez nous. » Fait que le fait qu'il a été atteint par balle fait en sorte que pour lui, cette signification-là, c'est que « Hey, je vais retourner à la maison. » Fait que c'est quasiment une bonne nouvelle dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas décédé, évidemment. Puis ça, il y a beaucoup d'histoires de soldats qui racontent cet aspect-là en bataille, qui se font tirer, que les autres militaires, ses collègues, le ramènent en sécurité, puis ensuite, il est déployé à l'hôpital et tout, puis que dans le fond, il n'y a presque pas de douleur, là. Fait que c'est la perception, dans le fond, du centre de la douleur, du chef d'orchestre de la douleur, qui perçoit cette sensation-là, hein, comme quelque chose de bien. Un autre exemple, c'est pendant un accident de voiture. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu un accident de voiture. J'espère que si oui, que tout est beau. Ou peut-être c'est à cause de ça, tu as encore de la douleur puis que tu m'écoutes en ce moment. Qui sait? Fait que, imagine que tu as un accident d'auto, peu importe laquelle, et puis que tu t'aperçois, une fois que l'auto s'immobilise, que tu t'aperçois que la voiture elle a pris en feu.
c'est quoi ton premier réflexe? Ça va être de sortir de l'auto. Une fois que tu te rends loin, là, tu sais, l'autre bord de la rue, dans le champ, loin de tout danger, OK? Fait que tu te dis, OK, même si la voiture explose, je suis tellement loin qu'il n'y a pas de chance que ça me frappe, là, je suis en sécurité. Puis là, soudainement, tu as une méga douleur qui vient de ton bras, puis là, tu regardes, puis oh mon Dieu, tu as une méga lacération au niveau du bras, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang qui s'écoule. Est-ce que cette blessure-là est arrivée au moment où tu as senti la douleur? Ben non. Elle est arrivée quand tu étais dans la voiture, quand tu as eu l'accident d'auto. C'est à ce moment-là. Mais comment ça se fait que tu n'as pas du tout senti de douleur avant ce moment-là? Ben, le cerveau, il savait qu'il y avait un problème au niveau du bras. Mais il se disait, hey, si je ne sors pas de l'auto, puis l'auto explose, je suis mort, puis on s'en fout que je perds du sang en ce moment, parce que je vais être complètement mort. Fait qu'il fait le tri. Il y a toutes ces informations-là, là, puis ça se passe là, ultra, ultra rapidement, mais il y a toutes ces informations-là qui font en sorte que tu n'es pas en train de paniquer après ton bras qui saigne pendant que tu es dans la voiture, puis dans quelques secondes, tu vas, l'auto va peut-être exploser, puis que là, le bras est, à ce moment-là, il n'y a aucun, voyons, en anglais, on dit irrelevant. Ça n'a pas d'importance, voilà. Que le bras, à ce moment-là, il n'y a pas d'importance parce que tu viens d'exploser avec la voiture. Fait que le cerveau va vraiment venir faire un triage d'importance. Puis, ce qui est le plus important, c'est la vie. Fait que il va venir prioriser qu'est-ce que tu devrais ressentir en fonction de est-ce que je vais mourir? Oui, non. OK, première chose qu'il faut faire, c'est sortir de l'auto. Puis une fois rendu à sécurité, seulement une fois rendu en sécurité, que là, il y a la douleur. Là, il envoie les signaux de douleur. Il crée les signaux de douleur pour te dire hey, là, maintenant, là, le prochain danger, c'est si effectivement on n'arrête pas le saignement, là, c'est là qu'on va peut-être mourir. Fait qu'on y va en étapes vraiment. Un autre exemple, il y a eu une jeune surfeuse en Californie qui, à l'âge de 13 ans, a été attaquée. Son bras a été attaqué par, quoi? Un requin. Puis, elle a su, elle a senti qu'il y a eu quelque chose à son bras. Elle a vu le requin, elle a vu le sang, puis elle a tout de suite, elle a pris sa planche, puis elle est allée directement sur la plage. Puis elle dit, tout ce temps-là, elle ne sentait aucune douleur. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait perdu une partie de son bras. Fait qu'encore là, le cerveau le savait, lui. Mais il a décidé de ne pas alarmer, de ne pas l'alarmer du fait total, parce que là, la chose la plus importante, c'était de sortir de l'eau au plus vite pour être en sécurité. Une fois qu'elle était rendue sur la plage, là, elle a réalisé qu'il manquait la moitié de son bras. OK? Fait que c'est vraiment un tri que le cerveau fait à notre insu, là. Puis c'est une question de survie. Dans notre cerveau, le système, le centre de la douleur, le centre de protection, on appelle ça comme on veut, OK? Il est intimement relié avec les émotions. Justement, pour qu'on puisse faire quelque chose. Dans le cas de l'accident de voiture ou dans le cas de la jeune fille qui s'était faite mordre le bras, si on resterait indifférent à ces aspects-là, si on ne craindrait pas, si on n'aurait pas peur pour notre vie, on serait en inaction. Ah, ben non, ça va passer. Fait que dans notre cerveau, il y a vraiment des liens qui sont indissociables. On ne peut pas, heureusement, enlever le centre de la douleur avec les émotions pour cette raison-là, parce que ça nous pousse à faire quelque chose pour sauver notre vie. Mais quand que ça fait longtemps qu'on a de la douleur,
ce qui arrive, c'est qu'il y a un dérèglement de notre centre de la douleur. Il devient comme trop intense. Il va produire en quelque sorte la douleur, c'est-à-dire le chef d'orchestre, là, il va partir la chanson de la douleur là, bien souvent pour des raisons. Tu dis, mais voyons, pourquoi j'ai mal? Là? J'ai rien fait de différent, je comprends pas ce qui se passe. OK? C'est comme une alarme de feu qui part parce qu'on a fait brûler des toasts. On s'entend-tu qu'il n'y a aucune... Il y a aucune fumée, là. Il y a une petite odeur de brûlé quand on brûle des toasts, ça c'est sûr. Mais dis-toi qu'il n'y a pas de feu, là. C'est juste tes toasts qui ont brûlé un peu, là. Mais pourquoi que la lampe de fumée est partie? Ben, c'est parce que la lampe de fumée est ben trop sensible. Ben, la lampe de douleur, pour les gens qui souffrent de douleurs persistantes depuis longtemps, des mois, des années, des décennies dans certains cas, des 20, des 30 ans, des 40 ans, à ce moment-là, c'est que ça prend pas grand-chose pour partir cette alarme-là de douleur. OK? Repartir la chanson de la douleur. Comme les toasts, finalement. C'est ce qu'on voit souvent là, chez les gens qui souffrent de douleurs persistantes en général. Fait en sachant, par exemple, que si toi, ça fait longtemps que tu as de la douleur, puis, tu sais, autant les gens qui ont eu un diagnostic, peu importe c'était quoi, tu sais, des maladies qu'on dit chroniques, hein, que moi, j'aime pas le terme chronique parce que c'est très, 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 très négatif. Puis on a l'impression, quand on se fait donner un diagnostic de peu importe, chronique, qu'on va avoir de la douleur le restant de nos jours puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour s'aider. C'est totalement faux. Là, je parle pas des grosses maladies, là, le cancer, vraiment les choses, là, ou justement, un gros accident qui vient d'arriver. Là, je parle de le corps a résorbé, on trouve pas trop qu'est-ce qu'il y a, ou bien c'est quelque chose qui perdure depuis longtemps, puis qu'on n'a pas vraiment été chercher de l'aide active ou de vraiment essayer de comprendre toute la complexité de la douleur. Tous mes clients qui viennent me voir, il n'y a pas personne qui leur a expliqué la complexité de la douleur, même la lame de douleur, justement, ce qu'on discute aujourd'hui ensemble. Fait que tout ça pour dire que les émotions ont un apport important sur les sensations de douleur que tu peux ressentir dans une journée. Ça arrive souvent que mes clients, ils me disent « Mais là, Mélanie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Soudainement, là, je suis en crise de douleur, j'ai vraiment plus mal, mais j'ai rien fait de différent physiquement. Tout est pareil comme d'habitude, je comprends pas pourquoi soudainement j'ai mal. » En fait, le prochain épisode, on va parler de qu'est-ce qu'on fait en temps de crise. Fait on va vraiment y aller en étapes de ce que je recommande à mes clients quand ils sont en période de crise. Ça va être un podcast numéro 5. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, on commence par analyser le tout ça. Puis, la majorité du temps, OK, il y a eu un événement qui s'est passé. C'est-à-dire un événement stressant, quelque chose qui ont fait de la peine, il y a eu un deuil, il y a eu un stress personnel, financier, professionnel. Ils ont un deadline au travail qui arrive là, à la fin de la semaine, puis là, ils sont bien stressés à cause de ça. Fait qu'on revient à, oui, la douleur va avoir un impact sur les émotions, hein? Question de faire quelque chose. Quand tu as mal, bien, c'est ton corps qui te parle, qui dit « fais quelque chose. Fais quelque chose pour m'aider. » Mais l'inverse est aussi pertinent. L'inverse arrive aussi. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise nouvelle, quand on est bien stressé, quand il y a quelque chose de négatif, entre guillemets, là, on a de l'anxiété, quoi que ce soit, là, ça va venir comme monter le volume sur la douleur pour les gens qui en souffrent depuis longtemps. Parce que le chef d'orchestre, là, il est comme tout le temps en train de chanter à tourne. L'orchestre est toujours en train d'un peu chanter à tourne. Fait que les émotions négatives, le stress et tout ça, l'anxiété, va venir monter le volume, sa douleur. Puis des fois, elle la monte tellement là, que tu barres dans le dos. Ou là, ta douleur est tellement intense que tu as de la misère à bouger.
Mais c'est ton corps qui dit qu'il en aura le bol, puis qui est stressé, puis que tu as besoin de faire quelque chose pour t'aider, te calmer, te détendre, etc., etc., etc. Devenir proactif dans, dans ton état physique et ton état psychologique aussi, là. Fait que souvent, les gens ont aucune connaissance, ont aucune... il n'y a pas personne qui leur a déjà dit ce lien-là ultra fort, indispensable de la douleur persistante. C'est fou, c'est fou, c'est fou à quel point les gens ne savent pas ça. Puis en sachant ça, là, les gens disent « Ah ben oui, Mélanie, c'est vrai, j'ai un deadline qui s'en vient » ou « Ah non, j'ai eu une facture là, que je m'attendais pas, je dois des milliers de dollars à telle affaire » ou ma thermopompe, elle m'a lâché, puis là, ça m'a coûté 8 000 $, boum, que je m'attendais pas. T'sais, fait que n'importe quel stress, puis là, c'est vrai, c'est ça qui m'est arrivé. Juste le fait de venir mettre une raison pour l'augmentation de douleur, instantanément, là, ça diminue le volume. Ça n'enlève pas nécessairement ta douleur, là, mais ça vient de diminuer le volume parce qu'on n'est plus dans le tourbillon de « Oh non, je me suis blessée, oh non, qu'est-ce qui s'est passé? » Quand on part dans cette spirale-là, hein, de peur, d'anxiété, de hein, qu'est-ce qui se passe, de ne pas comprendre sa douleur, là, de dire « Bon, j'ai-tu quelque chose d'autre qui s'est passé? Mais là, je ne sais pas quoi. » L'incompréhension de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre douleur, là. Surtout quand on ne sait pas toutes ces nuances-là du côté psychologique qui rentre en ligne de compte. On pense que c'est que physique, puis là, oh mon Dieu, mon corps me lâche. Hein? Fait qu'en sachant qu'il y a plein de nuances comme ça qui vont venir avoir un impact sur la douleur, j'espère que là, tu fais comme « Ah ben, tabarouette ». Puis tu as peut-être des exemples déjà qui te viennent à l'esprit de « Ah ben oui, ah ben ça m'est déjà arrivé, ça. » Que physiquement, il n'y avait rien, mais là, que j'avais de quoi. J'ai reçu une mauvaise nouvelle, puis là, j'ai eu mal. Tu sais, ou quelqu'un a perdu son emploi, puis là, pouf, douleur extrême. Ben c'est ça, c'est qu'on ne peut pas dissocier le physique du psychologique, OK? On ne peut pas. Puis, par exemple, mettons que tu as eu un diagnostic là, de peu importe, là, une hernie, de l'arthrose, de l'arthrite, tout ça, puis que pour toi, ces diagnostics-là, tu les comprends pas trop, OK? Puis pour toi, là, c'est la fin du monde. J'ai déjà eu des gens là, qui me disent « Ah ben là, moi, mais là, c'est parce que j'ai une hernie. » Puis là, quand je regarde leur rapport, c'est léger, moyen. C'est des affaires que la plupart des gens qui se promènent dans la rue, là, avec aucune douleur, ont des petits hernies, des petits ça. Fait que juste parce qu'on a un diagnostic, OK? Puis là, je généralise, là, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de douleur. Il y a des gens qui ont des diagnostics qui sont comme normal de vieillissement général, OK? Qui n'expliquent pas en lui-même la raison de la douleur démesurée. Pour les raisons que je viens de t'expliquer, que c'est tout en nuance, cette histoire-là. OK? Puis, par exemple, les gens qui ont peur de bouger, parce que quand ils bougent, ils augmentent la douleur, parce qu'ils se disent « Hey, quand je bouge, c'est pas bon parce que j'ai plus de douleur, fait qu'ils arrêtent de bouger. » Bien, c'est que le corps se déconditionne. Puis là, c'est le cercle vicieux de « Tu bouges un petit peu, ton corps n'est pas habitué, ton alarme de douleur, il commence à augmenter parce que là, toi, tu dis que bouger, c'est pas bon. » Mais c'est pas que bouger, c'est pas bon, c'est juste qu'il faut y aller une étape à la fois. Puis, évidemment, c'est ça mon expertise. Mon but, c'est de commencer à bouger tellement tranquillement que ton corps se rend même pas compte qu'on bouge. C'est vraiment ma philosophie. Fait que c'est qu'il y a plein de nuances, il y a plein de choses qui vont venir avoir un impact sur ta douleur. À l'inverse, mettons là, t'es avec ta famille, t'es avec tes amis, du monde que t'adores être avec, là, OK? Ou t'es en train d'écouter un film drôle de ton acteur, actrice préféré, peu importe. T'es dans un état de bonheur, là,
Hey, ça va bien, on t'a du plaisir, tu ris, tout ça, là. Savais-tu que ces hormones-là du bonheur, là, nos endorphines naturelles, les recherches ont démontré que c'est plus puissant que de la morphine. Endorphine, morphine. Ah, c'est drôle, hein? Ça sonne presque pareil, hein? Exactement. Fait que quand t'es à un party avec la gang, là, puis t'es en train de danser un peu, là, puis que toi, normalement, là, tu sais, la douleur, tout ça, ça revient rapidement. Puis là, tu dis, hey, ça a bien été hier. J'avais comme pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben écoute, ce qui s'est passé dans ton cerveau, c'est pas que t'avais aucun signal qui s'en venait de ton corps, qu'il disait que peut-être il était fatigué ou tu sais, il y avait un peu d'inconfort. Mais ton cerveau, il a décidé que non. Là, on a du plaisir, là. Tes genoux, là, ils n'ont pas encore tombé de ton corps. Ils tomberont pas à soir, OK? Juste parce que tu fais des petits pas de côté, un petit peu, parce que tu danses un petit peu, là, à peine. Ou parce que tu n'as même pas besoin de danser, là. T'es juste, tu te promènes un peu, tu jases à un, tu jases à deux, tu t'assois, tu te promènes comme ça. Tu as trop de plaisir. Ton cerveau, il veut pas rien savoir de la douleur, OK? Fait qu'il va carrément bloquer les signaux de douleur. Fait que les endorphines, ils bloquent les signaux de douleur. Fait que c'est pour ça que quand que j'ai des nouveaux clients, j'essaie de trouver ce qu'ils aiment faire. C'est quoi qui leur procure du bien-être, du plaisir. Pourquoi? Parce que du fait même, ça va faire quoi? Ça va baisser le volume sur la douleur. C'est ça qu'on veut. C'est de tranquillement commencer à bouger, puis de venir chercher le plus de moments possible où ce que le cerveau bloque les signaux de douleur. Hein? C'est-tu pas pire, ça? Déjà, ça rend la chose beaucoup plus fonctionnelle. Tu sais, ça fait partie des stratégies de gestion de douleur, justement, qu'on va parler au prochain épisode en détail, mais ça en fait partie, ça. Tu sais, d'écouter quelque chose qui te fait du bien, de passer du temps en famille avec des gens que t'aimes, parce que c'est carrément comme prendre la morphine. C'est tes endorphines naturelles qui vont venir rentrer en ligne de compte, puis t'apaiser, puis bloquer tes signaux de douleur. Hein? C'est-tu pas magnifique, ça? C'est incroyable. Quand mes clients réalisent ça, là, c'est un nouveau monde. C'est comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je peux avoir un contrôle. Je peux, maintenant que je comprends ça, aïe aïe, quand que je sens que je suis dans ma spirale de que ça va pas bien, tout ça, ben là, je peux... Ah, attends une minute, là. Je m'en rends compte. Puis là, je me dis, OK, là, je vais aller me faire du bien, je vais aller mettre quelque chose de drôle, je vais aller me changer les idées, je vais bouger tranquillement. Tu sais, fait que c'est vraiment de reprendre le contrôle parce que les gens qui viennent me voir, ils savent plus quoi faire à part prendre des médicaments, à part d'aller voir des professionnels pour ce que j'appelle des traitements passifs, là, ou du massage d'ostéo, comme tout ça où on est installé sur une table, il y a quelqu'un qui nous manipule un peu, là. C'est sûr que ça fait du bien, c'est excellent. Si ça te fait du bien, tu peux continuer, mais juste faire ça, si tu m'écoutes en ce moment, c'est probablement parce qu'à long terme, ça marche pas, là. Fait que justement, moi, j'essaie de donner plein d'outils, puis te faire comprendre la complexité de la douleur, qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Fait que j'espère que tranquillement, là, on vient chercher ça. Je viens te donner tout le pouvoir, puis l'espoir, puis le contrôle, que tu puisses reprendre le contrôle là-dessus en sachant, juste en t'éduquant là-dessus. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est magnifique, c'est magnifique. Fait que là, j'aimerais parler plus spécifiquement de Rita. Rita, elle m'a appelée parce qu'elle avait des douleurs au genou, puis elle était en attente, justement, d'une chirurgie pour remplacer un de ses deux genoux. Fait que c'était un remplacement de genou. Puis, effectivement, il manquait de la force, il manquait de la mobilité, de la souplesse, là. Pas juste au niveau de son genou, hein? Parce que ça, c'est un grand, grand, grand problème que les gens, ils se disent « J'ai mal là, je vais juste travailler là. » Ben non.
Fait que j'ai travaillé son pied, sa cheville, oui, son genou, ses hanches. Fait qu'il manquait de stabilité aussi au niveau de ses hanches. Fait qu'on a travaillé tous ces éléments-là pour venir justement aider son genou. Parce que si la hanche travaille pas bien, puis la cheville travaille pas bien, le genou, il est entre les deux, hein? Fait que si en bas puis en haut, ça travaille pas bien, eh bien, devine quoi? Le genou, il va en prendre un méchant coup. Lui, il va compenser pour la cheville puis le pied qui fait pas sa job, puis la hanche qui fait pas sa job. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas juste travaillé le genou. Mais elle, sa perception, c'est que son genou était fini. Hein? Combien de fois qu'elle m'a dit ça? Mélanie, mon genou est fini. Je dis arrête. On arrête de parler de ça. On dit qu'on est en train d'aider ton genou à prendre la force, aider tes jambes en général à prendre la force, à prendre la souplesse pour qu'après ton opération, tu sois déjà plus forte puis que ce soit plus facile après l'opération. OK? Fait que tout ce qu'on se dit, notre perception de notre douleur, notre perception du fait que notre genou est fini, ou peu importe l'articulation, peu importe l'endroit de notre corps, d'avoir cette perception-là, c'est que si je pense que c'est fini, ça veut dire que je ne peux plus rien faire avec ça jusqu'à temps que quelqu'un m'opère. Mais non, pas du tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que moi, quand je travaille avec mes clients, j'essaie de changer cette perception-là, de changer ce que ma cliente se dit pendant qu'on est en train de faire ces exercices. Parce que ça va effectivement avoir un impact sur la qualité de ce qu'elle fait, puis la sensation qu'elle va justement avoir. C'est sûr qu'elle anticipe la douleur. Hein? C'est sûr, quand je lui fais faire des exercices, même si c'est vraiment, vraiment doux, puis c'est vraiment adapté pour elle, écoute, elle a tout le temps mal. Fait que c'est d'essayer de jauger le plus possible. Mais il y avait un exercice en particulier, l'équilibre, c'était son pire. Celle-là, là, elle laissait, là, elle laissait. Puis, elle faisait juste lever son pied, puis là, tu sais, son genou partait parce qu'elle laissait cet exercice-là. Puis là, j'ai dit, là, arrête, là. Là, tu vas te dire, ça, c'est un exercice qui va m'aider à être plus forte pour justement m'aider à faire toutes les activités que je veux faire. Ma marche, mon vélo, quand elle va vouloir aller en Floride, elle va pouvoir aller marcher sur la plage et tout ça. J'ai dit, cet exercice-là d'équilibre, là, c'est ton allié. C'est un must, il va t'aider. Les autres aussi, là. Mais celle-là, c'est celle-là qu'elle détestait le plus, qu'elle trouvait le plus difficile, même si elle se tenait avec ses bras puis elle levait à peine son pied. Fait que là, j'ai dit, là, tu vas respirer, tu vas te calmer, puis là, tu vas te dire, cet exercice-là est bon pour moi, puis il va m'aider, puis tranquillement, petit par petit, je vais y aller comme que je peux, puis tranquillement, je vais réussir. Écoute, fait qu'au début, là, ça c'est avant sa chirurgie, au début, elle levait son pied 2 secondes, là, puis « Ah non, je suis plus capable. » Puis elle déposait le pied. Là, j'ai dit « On réessaie encore. » J'ai dit « Tiens-toi, là. » Hein? Dans le fond, là, elle avait quasiment pas de poids, cette jambe-là. Quasiment pas de poids. Puis tranquillement, elle a réussi. Elle faisait quasiment au-dessus de 30 secondes vers la fin, là. Puis, fait que, on a travaillé avec ça. Puis, j'ai dit attention à ce que tu te dis avant de faire telle chose. Puis, elle a réussi à y aller à son rythme, justement, de continuer. On fast forward, elle a eu sa chirurgie, OK? Et puis là, quand on refaisait ces exercices-là, puis là, en plus, ces exercices étaient plus intenses. Il y avait les exercices de physio qui avaient donné et tout ça. Puis là, moi, évidemment, j'ai bonifié ce qu'elle faisait. Puis j'ai dit, puis ta douleur, es-tu pire maintenant ou était pire avant? Avant, tu t'es fait opérer. Ah, ben c'est bien pire en ce moment. Ouais. J'ai dit, mais là, ton genou est réparé, là. Elle dit, ouais. Elle dit, là, mon genou est beau. Fait que sa douleur était pire parce qu'elle venait de se faire opérer, ça faisait à peine 1 semaine et demie, 2 semaines. OK?
On lui faisait faire des exercices plus intenses qu'avant. Sa douleur était plus intense, mais parce que elle se disait, mais là, mon genou est réparé, là. Elle était capable d'en faire plus que qu'est-ce qu'elle faisait avant, même si sa douleur était moins pire. Fait que la perception de la capacité à faire telle chose, la perception de l'intégrité de l'articulation, peu importe, la capacité justement à faire quelque chose, a un impact sur l'effort qu'on y met. Elle a un impact sur notre capacité à passer à travers la douleur. Tu sais, elle me disait, je dis, ben voyons, je dis, pourtant, tu es capable de pousser à travers la douleur. Elle dit, ouais, mais elle dit, je sais, il faut que je fasse ça. Il faut que je passe à travers la douleur pour, justement, pouvoir commencer à marcher comme il faut, pour pouvoir recommencer le vélo. Elle dit, moi, je vais aller en Floride, là. C'était juste avant Noël, à ce moment-là. Fait qu'elle était excitée, justement, après le temps des fêtes, février-ish, de pouvoir, justement, avoir la capacité d'aller profiter de la Floride. Fait que tout était une question de perception à ce moment-là pour Rita. Tu sais, pour ses genoux préopératoires, où ce que là, vraiment, la douleur la freinait beaucoup, puis post-opératoire, où ce que la douleur était plus intense, mais elle était comme, non, faut que je pousse à travers de cette douleur-là. Puis effectivement, ça prenait des fois une seule journée, je montrais un nouvel exercice, puis là, mettons, rendu au 5e, là, elle se dit, là, ça me fait, là, je commence à sentir que ça commence à me faire mal. Fait que là, je disais, on va pas au-delà. Déjà, le lendemain, elle en faisait 10. Tu sais, c'est fou, là, son adaptation, mais sa perception, c'est que ça, ces exercices-là, c'est tout bon pour moi, ça va m'aider, puis je vais passer au travers. Oui, elle avait évidemment de la médication et tout ça, elle se faisait des massages, toutes des choses qu'on va voir quoi faire en temps de crise. Fait qu'elle était très, très, très proactive pour s'aider dans tout ça. Mais sa perception, la perception, nos croyances, tu sais, si on croit que avoir de l'arthrose ou de l'arthrite ou une hernie, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir de la douleur à tous les jours pour le reste de nos jours, ben c'est certain que c'est probablement ça qui va arriver. Tandis que quand on comprend que, OK, il n'y a pas juste, c'est pas juste parce que j'ai eu un diagnostic, il y a plein de choses que je peux faire dans mes limites à moi pour commencer dans ma zone de confort, pour m'aider à devenir plus fort, à faire du renforcement, de la mobilisation, puis justement à reprendre contrôle de mon corps. Et puis, à essayer de maintenant plus contrôler justement le volume de douleur qui monte puis qui descend au fil des jours, au fil de mon expérience, au fil de mes émotions, au fil de toutes ces choses-là, de ma perception de ce que mon corps essaie de me dire. Mais à la base, la douleur, c'est que ton corps te parle. C'est ça qui se passe. Fait qu'il faut être à l'écoute, puis il faut faire quelque chose pour s'aider, en gros. Hey, j'espère que ça a été utile. J'espère que ça t'a vraiment aidé à, mon Dieu, ouvrir, à te faire comprendre que, hey, OK, la douleur, c'est pas rien que j'ai une blessure, fait que j'ai mal. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de nuances qui viennent chercher une augmentation de la douleur, une diminution de la douleur et tout ça. Fait que comme j'ai dit, prochain podcast, quoi faire en temps de crise? Il y a beaucoup de choses. Fait que tout dépendant, ça se peut que je le scinde en deux parties. Je verrai ce qu'il y en est. Tu t'en vas à vaincreladouleur.ca, mon site web. Tu vas pouvoir avoir encore plus d'informations sur mes services et tout. Puis pouvoir t'abonner à l'infolettre en dessous de mes podcasts. Fait que ça va me faire plaisir. Ou ce que là, tu as encore plus de mini-trucs et tout et tout. Fait que sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Puis je te dis que la douleur n'est pas une sentence de vie. Alors reprends le contrôle et jouis d'une vie épanouie. Hey, au plaisir, à bientôt, bye!